Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 21 mars 2018. Demain, 22 mars, ce sera la journée internationale de l'eau, une journée instituée depuis 1992 par l'Organisation des Nations Unies pour célébrer donc cette denrée très précieuse pour la vie. Pour parler de cette journée et des activités qui sont prévues dans le cadre de sa célébration ici au Niger, nous recevons sur ce plateau un des acteurs de cette question de l'eau. Il s'agit de M. Ousmane Dambaji. Il est le président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement, REGEA. M. Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Nous allons donc revenir à vous dans quelques instants pour parler de cette édition 2018, la journée mondiale de l'eau. Débutons donc par cette déclaration ce matin du syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie, le Sympamine, donc une déclaration relative à la vie socio-professionnelle des membres, des militants plutôt de ce syndicat, mais aussi de la situation socio-politique de notre pays. Le résumé de la déclaration avec nos reporters Chebou Guisso et Hariata Salah. Après 2 ans de silence, malgré les conditions de précarité que vivent les agents des ministères des Mines, de l'Énergie, de l'Industrie et du Pétrole, le bureau exécutif national du Sympamine sort de sa réserve pour dénoncer le dysfonctionnement de ces ministères logés dans l'immeuble ex-Onarem classé dangereux depuis 2008 par la protection civile. De l'arrêté portant organisation et attribution du ministère des Mines, le bureau Sympamine déplore l'inaction des responsables des ministères des Mines à prendre les actes administratifs nécessaires pour son bon fonctionnement. Des plans de formation des agents des ministères en charge des mines, du pétrole, de l'énergie et de l'industrie. Le BEL Sympamine constate un relâchement des administrations dans le suivi et la mise en œuvre des plans de formation des agents. Le BEL Sympamine exige du ministère des Mines et celui du pétrole de s'atteler à la mobilisation et à la mise à disposition des ressources afin de garantir la continuité de formation des agents. De la détérioration du cadre de travail, initialement prévu pour loger un seul ministère, l'immeuble ex-Onarem abrite aujourd'hui 4 ministères et pas des moindres. Malgré la délocalisation de certaines directions pour résoudre le problème des locaux, notre cadre de travail reste encore partout délétère. Eu égard à la vérité de locaux, à l'insuffisance de la sécurité dans le périmètre de l'immeuble ex-Onarem, aux problèmes d'hygiène et d'assainissement, au surnombre des agents dans les bureaux, à l'insuffisance des matériels roulants, au retard dans la libération des autorisations des dépenses. Le bureau exécutif national du Sympamine dénonce le non-respect de textes de notre pays par des sociétés chargées d'exploiter nos ressources minières. Le recouvrement des redevances superficielles, cas de la société Govex Niger Holding Ltd, à la date d'aujourd'hui, cela fait 3 ans que cette société refuse de mettre l'État du Niger dans ses droits, qui s'élève à un montant de 3,648 milliards de francs CFA. Par conséquent, le BEL Sympamine demande aux services techniques du ministère des Mines d'appliquer sans condition à la société Govex Niger Holding Ltd les dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent en pareilles circonstances, à savoir le retrait pur et simple du dit permis et le paiement de toutes les sommes dues à l'État. Enfin, le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie Sympamine apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité, appelle le conseil de l'université Abdou Moumouni de Niamey de reconsidérer sa décision d'exclusion des responsables syndicaux afin de garantir une certaine quiétude et invite le gouvernement à revoir sa position sur les dispositions de la loi des finances 2018, objet de contestation sociale. Le Conseil d'État devait rendre ce matin son verdict suite à la saisie par les admis du concours d'intégration à la fonction publique pour le titre du ministère de la Santé organisé en 2014.
Eh bien, le Conseil a décidé de rapporter le rendu de ce délibéré pour une autre date pour, entre autres, notamment demander des vérifications auprès de la haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halsia. Le résumé avec nos reporters Nasser Seydou et Oumou Samna. Les 1831 agents admis au concours annulé en 2016 doivent encore attendre pour connaître leur sort ce mercredi. Le Conseil d'État a ordonné la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, de procéder à des vérifications complètes des dossiers des concernés. Nous sommes ici pour entendre le délibéré, mais la Cour a rabattu le délibéré, c'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé. Elle va ouvrir le débat sur un point. C'est-à-dire qu'elle a ordonné un complément d'information à l'effet pour la Halsia de vérifier toute la liste, c'est-à-dire que toutes les copies et autres en ce qui concerne le concours pour déceler éventuellement, je ne sais pas. C'est ce que la Cour a dit. Nous, on pense que c'est pour déceler peut-être les autres illégalités. Puisque la Halsia n'a pas poussé, n'a pas vérifié tous les processus. Je pense que la Halsia a simplement épluché quelques dossiers. Donc maintenant, je pense que c'est ça que la Cour a demandé que la Halsia fasse des amples vérifications complètes. Selon la défense, la Halsia s'active déjà pour contribuer à faire la lumière sur cette affaire. On doit encore patienter pour que le droit soit dit. Nous sommes convaincus que le Conseil d'État est une juridiction administrative hautement importante pour le Niger. Et nous osons penser que la décision finale, de toute façon, se remet à la loi et à la sagesse. L'annulation de l'admission de 1831 agents au concours de santé était intervenue après d'énormes irrégularités constatées au moment du déroulement du concours, certainement des fraudes et tricheries. Les candidats malheureux à l'issue des élections des membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, CDUSN, ont attaqué l'élection des nouveaux membres du comité directeur devant les juridictions pour qu'elles déclarent illégale la tenue du congrès qui a organisé ces élections. Je vous propose de suivre un d'entre eux qui était ce matin au niveau de la justice. Vous savez, l'année passée, on avait renvoyé le dossier à 7 semaines. Et Dieu merci, aujourd'hui on a plaidé. Et le seul combat que nous sommes en train de faire, c'est de rétablir la dignité et l'honneur de cette organisation qui a tant sacrifié dans ce pays, qui a fait beaucoup de combats militants pour la cause du peuple nigérien. Aujourd'hui, l'USN a un sérieux problème. L'USN est à terre. Les gens l'ont enterré. Et nous, notre devoir, c'est de créer les conditions pour déterrer cette organisation. Vous avez vu, aujourd'hui, on a plaidé parce que le congrès statutaire de l'USN qui s'est tenu à Agadez est entaché d'irrégularités. On avait constaté beaucoup de sections irrégulières, des sections fictives, l'achat de conscience, la manipulation, l'enlèvement, la séquestration, ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous avons jugé en tant que citoyens, en tant que patriotes et un bon militant de l'USN d'engager une procédure judiciaire pour rétablir l'honneur de cette organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un constat général. L'organisation a été affaiblie, elle a été anéantie, elle a été vendue aux loups qui l'ont toujours voulu la concasser. Donc nous sommes là, pas pour quelque chose, mais pour un devoir militant. Et ce devoir, c'est ce qui nous a amenés à saisir les juridictions pour qu'on puisse au moins créer les conditions d'avoir des étudiants à la tête de l'USN, des scolaires qui se soucient de l'académie, des gens qui sont véritablement là pour le scolaire, mais pas qui sont là pour jouer des mercenariats pour d'autres lobbies qu'on ne sait quoi. Je propose à présent de suivre la réaction des membres du comité directeur actuel de l'USN qui sont donc contestés, qui étaient eux aussi ce matin au niveau du palais de justice de Niamey. Ce matin, nous sommes venus au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour en tout cas assister au procès, une action tentée par un camarade du nom de Mohamed Jibo Samaïla qui a estimé qu'après son échec fatal encore ordinaire, estime que le congrès auquel il a participé pleinement jusqu'à la fin est entaché d'irrégularités et de beaucoup d'erreurs pour lesquelles ils ont tenté une action à la justice
pour que le juge se prononce sur une annulation imaginaire sur les 12e assises du Congrès statutaire de l'ESN. Nous avions assisté ce matin et que son avocat a pris son temps, quelques 30-45 secondes pour parler, et lui-même il en a parlé, et a parlé de certaines irrégularités qu'il a constatées lui, qui sont non fondées. Notre avocat a pris la parole et a aisément édifié toute la salle, toute l'audience sur d'abord l'impossibilité d'attaquer ce congrès pour une quelconque irrégularité. Parce que ce congrès a été assisté par un avocat et un huissier de justice qui a constaté, qui a vérifié les mandats respectivement avant le début du congrès, avant la mise en place de la table de séance qui a même été dirigée par le secrétaire général Sita Hamidou Djabiri, qui a parrainé sur le sieur Malam. Donc, toutes ces étapes ont été faites. Nous avions assisté à la finition, n'est-ce pas, de ces assises par la demande ou l'information du président de la table de séance à l'ensemble des congressistes que nous ne sortirons pas de cette salle sans qu'il y ait un comité directeur, voilà où c'est pris fin ces assises qui ont pu être clôturées dans la convivialité, dans la grande satisfaction de l'ensemble des scolaires nigériens. Nous estimons que les juges seront sages, seront grands et seront très vigilants pour apprécier à la juste valeur leurs documents et nos documents, et Inch'Allah, la vérité triomphera. Nous n'allons pas rentrer dans les accusations folkloriques du politique que certains en ont fait preuve dans les couloirs. Situation difficile pour les enseignants vacataires de l'Institut universitaire de technologie de Tawa. Ils accusent en effet plusieurs mois d'arriérés de salaire. La direction de cet institut promet néanmoins de régler cette situation dans les prochains délais. Le point sur cette situation avec nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. Ils accumulent plusieurs mois d'arriérés. Ce sont les enseignants vacataires de l'Institut universitaire et technologique IUT de Tawa. Ces enseignants sortent finalement de leur silence et portent à la connaissance de l'opinion nationale leur situation. Moi, je suis un témoignage vivant. J'ai été récemment, j'ai passé 10 jours. Et même les frais de transport, c'était à ma charge. Aller-retour, et puis pour vivre, c'était à ma charge. Donc vous voyez, la situation que moi, c'est un appel de décès qui a été lancé à mon endroit par les responsables de l'Institut universel. Ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas les moyens, tout ça là, il faut que nous fassions des efforts pour venir. Mais par patriotisme, on a accepté d'aller. Et certains aussi, par patriotisme, ils continuent d'aller. Mais on ne peut pas faire travailler des gens pendant 2 années sans pour autant être payé. On ne peut pas développer un pays sans l'université ou bien sans les enseignants vacataires qui apportent énormément. Vous savez, les enseignants vacataires, ils ont la particularité, ils ne sont pas organisés. C'est des gens qui sont un peu éparpillés, ils viennent, ils font leurs vacations, ils s'en vont. Et c'est là, du coup, on a tendance à les ignorer alors qu'ils ont un poids important et leur contribution est substantielle dans la formation de la jeunesse. Pour les responsables de l'IUT de Tawa, le problème est réel, mais des solutions sont en train d'être envisagées pour régler cette situation indépendante de leur volonté. Effectivement, il est intervenu à notre niveau et nous sommes très reconnaissants. L'année dernière, il est intervenu pour un montant de 914 500, sur lesquels on lui a payé 365 800. Qui correspondent donc aux 40%. Et incessamment, en tout cas d'après les informations que nous avons, leur paiement sera effectif, donc au niveau du trésor on aura l'argent, de façon à leur donner donc leur 60% au titre de l'année dernière. Au titre de cette année, les règles de fonctionnement, ça a changé au niveau de tous les organes étatiques. Donc on établit les États qu'on envoie au Trésor. Et donc, on a établi ce monsieur-là, il est déjà venu avec nous, effectivement. Et présentement même, il est question encore qu'il revienne. Et quand on invite quelqu'un, on lui dit, mais écoutez, maintenant, les règles ont changé. On n'a plus de l'argent disponible pour vous donner. Donc, si vous pensez que vous pourrez venir nous aider, en attendant que l'argent soit disponible, eh bien, si vous ne pouvez pas le faire, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir déjà intervenu dans le programme. Et pour ce que nous vous devons, nous attendons aussitôt donc que le Trésor aura libéré, vous allez rentrer dans vos droits.
Dans les universités, nous intervenons, il y en a qui ont des arriérés d'1 an, il y en a qui ont des arriérés de 2 ans. Et nous savons que ce n'est pas la faute des autorités universitaires. Malgré la situation difficile que traverse l'IUT de Tawa, les responsables de cet institut et les enseignants, toutes catégories confondues, se battent pour assurer le fonctionnement de cet institut. Mouvement d'humeur hier des populations de la ville de Kolo contre les coupures intempestives d'électricité dans la dite localité. Des jeunes se sont regroupés pour aller au niveau de la mairie déposer donc leurs revendications aux autorités locales. Le point dans ce reportage de Ismaël Moumouni. Dire non aux coupures intempestives d'eau et d'électricité qu'ils subissent, surtout en cette période de forte chaleur, c'est le motif de ce mouvement d'humeur de la population de Kolo. La population a marché pour se rendre à la mairie afin de manifester leur mécontentement contre ces deux sociétés responsables de cette situation qui n'est guère reluisante. Protestons contre le comportement des responsables de la Sine et de la Nigélec. En effet, monsieur le maire, nous constatons un retard dans la distribution des factures, ce qui du coup engendre une coupure abusive dans la consommation des consommateurs d'eau et d'électricité. D'autre part, nous subissons au niveau de la Sine les conséquences de la mauvaise gestion antérieure. Pour tous ces faits, nous demandons une satisfaction rapide de notre demande. Tout en restant très ouverts au dialogue, nous lançons un dernier avertissement. Le responsable administratif de la dite localité a demandé à la population de prendre leur mal en patience et qu'il va transmettre leurs doléances à qui de droit afin de mettre fin à leur calvaire. Dans le cadre de sa rentrée, couplée à l'anniversaire, le 30e anniversaire, le barreau à son 30e anniversaire, donc le barreau du Niger a organisé hier un concours international de plaidoirie, un concours remporté par une jeune avocate béninoise suivie par un Nigérien. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Momouni. Célébrer son trentenaire en beauté à travers une compétition d'art oratoire, raison pour laquelle le barreau du Niger a organisé ce concours international de plaidoirie à l'intention des jeunes avocats du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, afin qu'ils puissent démontrer leur savoir-faire en matière de défense devant un jury aguerri. Les 5 finalistes ont tour à tour plaidé devant le jury qui a ainsi délibéré devant un public nombreux. C'est ainsi que Maître Garcia Adjakba Amoussou, première lauréate. Salim Mohamed Amani Maïga, deuxième lauréat. Les lauréats n'ont pas caché leur joie immense. Mes sentiments ne pourraient être que heureux. Je suis très heureuse parce que j'ai réalisé quand même que mes efforts ont payé. Néanmoins, je ne dirais pas que j'ai été meilleure par rapport à tous mes confrères qui ont presté. Parce que tous avaient également de très beaux tests, tous avaient également fait une très belle prestation. Peut-être que ça a joué sur quelques détails. C'est une victoire qui se trouve être une victoire beaucoup plus collective qu'individuelle, en ce que le texte, pour le préparer, j'avais eu le soutien de mon bâtonnier, j'avais eu le soutien de mon ordre, j'avais eu le soutien d'un certain nombre d'avocats, notamment Maître Yacoub Nabara, Maître Issouf Maman et Maître Ismail Tambo, qui chacun, en ce qui le concerne, a su apporter son concours pour que je sois à ce niveau et que cette victoire nous soit donnée. Pour l'organisateur, le pari est gagné, du moment où l'objectif visé est atteint. Le délibéré du jury qui vient de tomber a désigné comme deuxième lauréat le Nigérien à la personne de Salim Mohamed Maïga et notre consort qui est première secrétaire, la consort du Bénin. Nous sommes très ravis, satisfaits des prestations de tous les candidats d'ailleurs. Ces lauréats vont recevoir leur cadeau demain du Premier ministre Brigitte Raffini
et vont par la suite séjourner durant 2 semaines en France suite à l'invitation du président du jury, Gilles Paré. Réception hier à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger, une réception organisée en l'honneur des Nigériens ayant participé aux différents programmes d'échange américains. Une rencontre qui vise à tisser des relations séculaires entre les bénéficiaires de ces différents programmes. Le résumé de la cérémonie, donc de cette réception, avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Par la présente cérémonie, le diplomate américain au Niger accorde une place de choix aux bénéficiaires nigériens des différents programmes d'échange du gouvernement du pays de l'oncle Sam. Des programmes ayant permis à bon nombre de compatriotes d'évoluer positivement dans différents secteurs de la vie, comme l'a si bien souligné la porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Niger à cette occasion. Cette cérémonie constitue un cadre privilégié pour célébrer l'excellent travail accompli par les ambassadeurs du Niger qui vous aident aux différents volets de la bourse et de la coopération dans le domaine d'échange entre les États-Unis et le Niger. Ces différents programmes qui embrassent la quasi-totalité des secteurs de la vie socio-professionnelle au Niger ont enregistré et continuent d'enregistrer d'énormes succès. Pour le cas du Niger, bon nombre de participants à ce programme ont occupé et continuent d'occuper des postes de responsabilité dans la vie et dans ce pays. Pour sa part, le diplomate américain n'a pas manqué de louer la coopération entre les deux pays avant d'évoquer l'objectif assigné à ces différents programmes du gouvernement américain. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités et des liens mondiaux en donnant aux visiteurs l'occasion de découvrir les États-Unis dans sa diversité culturelle et géographique. Depuis 1960, l'ambassade des États-Unis a régulièrement envoyé des participants du Niger à ces programmes d'échange dans les domaines variés comme démocratie et bonne gouvernance, médias et communication, tolérance interreligieuse, éducation, entrepreneuriat et développement économique, défense des droits et des libertés, gestion des conflits, sécurité, gestion de l'environnement et l'agriculture. Fort du succès enregistré par le programme d'échange américain au Niger, comme l'ont témoigné de participants nigériens, les bénéficiaires entendent mettre en place une association et pour mieux s'informer sur les activités de l'ambassade des États-Unis au Niger, un site internet est mis à leur disposition. Nous en venons donc à notre invité, comme je l'ai annoncé aujourd'hui, il s'agit de M. Ousmane Dambaji. Il est le président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA. Avec lui, nous allons, comme je l'ai annoncé déjà, parler de la célébration demain 22 mars de la journée mondiale de l'eau. Ousmane Dambaji, encore une fois, bonsoir. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari pour parler de cette journée qui est, il faut le rappeler, instituée depuis 1992 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, pour rappeler à la communauté finalement donc l'importance de cette denrée très vitale, mais qui est rare, qui peut se tarir. Alors peut-être déjà un rappel du contexte de l'institution de cette journée mondiale de l'eau. Oui, merci M. Abdelrazak pour l'opportunité que vous nous offrez ce soir d'être sur ce plateau, de parler des questions de développement parce qu'il s'agit de l'eau. Évidemment, comme vous venez de le dire, c'est le 22 décembre 1992 qu'effectivement l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté justement la résolution qui déclara le 22 mars de chaque année comme journée mondiale effectivement de l'eau. Et cette résolution, il faut le dire, invitait les États, je le disais, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile, surtout les médias, à consacrer ce jour sur le contexte national en concrétisant des actions telles que des conférences publiques, des tables rondes, des diffusions documentaires, des publications pour sensibiliser les publics sur cette denrée rare, c'est naturellement l'eau. Le thème retenu cette année, c'est la réponse de la nature. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature a transformé justement la question de l'eau, a transformé l'environnement, a impacté le secteur de l'eau et la réponse également est dans cette nature. Naturellement, nous allons faire des actions qui permettent de protéger l'environnement
et effectivement de garantir, de stabiliser cette ressource. Évidemment, quand on parle aujourd'hui, je prends l'exemple du lac Tchad. En 1970, le lac Tchad était jusqu'à Nguémi. Mais aujourd'hui, le lac Tchad a carrément quitté les frontières du Niger. Cela veut dire que la nature a fait en sorte que le lac Tchad est parti. Mais la réponse de la nature voudra dire que nous allons mener des actions pour que le lac Tchad, effectivement, revienne à sa place initiale. Évidemment, pour toutes les eaux que nous avons perdues, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que ces eaux-là reviennent. Évidemment, il faut dire que l'eau est au cœur du développement durable. Quand on regarde les gammes des services qu'elle rend, naturellement, ça contribue à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. Donc, à cette occasion, demain, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement que j'ai l'honneur de présider, effectivement, va mener beaucoup d'activités de sensibilisation et d'information du public. Naturellement, nous organisons demain matin à la Maison de la Presse une conférence de débat autour du thème. Mais autour du thème qui sera subdivisé en deux parties, en deux panels. Le premier panel va parler du thème en tant que tel. On va expliquer aux gens pourquoi la thématique et qu'est-ce qu'on attend des gens par rapport à la thématique. Évidemment, les conséquences des changements climatiques sur la ressource en eau. Le deuxième panel, c'est pour voir concrètement les contributions des acteurs, les ONG, le média, tous les acteurs qui accompagnent l'État dans l'accès universel à droit à l'eau d'ici 2030. Vous savez, l'eau, comme je l'ai dit, elle a beaucoup de gammes. Nous avons l'eau pour la boisson, nous avons l'eau pour l'agriculture, nous avons l'eau pour l'énergie. Donc l'eau a de multiples fonctions. Donc on va prendre axe par axe, accès à l'eau universelle, l'eau pour la boisson. On sait au Niger quelles sont les difficultés, qu'est-ce que l'État est en train de faire avec les partenaires techniques et financiers et quel sera le rôle de chacun dans l'accompagnement des politiques publiques de l'État en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors justement, puisque vous parlez de politique publique, toutes ces activités que vous avez annoncées que le REGIA va organiser, on imagine que c'est inscrit dans le cadre d'un agenda global d'activités pour commémorer cette journée ici au Niger. Du côté justement des autorités, puisque c'est quand même un secteur dans lequel vous intervenez, du côté du gouvernement, quelles sont les activités que l'État du Niger, à travers les ministères sectoriels, prévoit de faire justement pour marquer cette journée? Le ministère, c'est lui qui assure le leadership de toutes les activités. Évidemment, présentement, au moment où je vous parle, il y a une forte équipe du ministère qui séjourne actuellement au Brésil, à Brasilia, pour effectivement assister au 8e forum de l'eau. Donc, vous savez, le forum de l'eau se tient tous les 4 ans, et cette année, ça coïncide effectivement autour de Brasilia, où d'importantes actions vont être faites, d'importantes résolutions vont être prendre et naturellement ils vont rencontrer des partenaires pour essayer de discuter sur des questions de problématiques effectivement pour la levée de fonds pour le population nigérienne. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut le préciser, nous le faisons sous le leadership du ministère de l'eau et de l'assainissement parce que nous sommes accompagnés par le ministère et avec l'appui de nos partenaires naturellement comme WaterAid que vous voyez tout le temps, notre partenaire stratégique. Nous avons également l'ASPEL, la Société de patrimoine des eaux du Niger. Nous avons la SEN, la Société des eaux du Niger. Nous avons Aide nous avons en tout cas ONU Femmes, qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et la promotion effectivement de genre. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont avec nous et avec lesquels nous menons ces activités de sensibilisation, de communication pour effectivement amener les gens d'abord à comprendre qu'est-ce que l'État a fait dans le secteur de l'eau ces dernières années. Qu'est-ce qui reste à faire et quelle sera la contribution de chaque acteur pour permettre à l'État d'atteindre ses objectifs de droit à l'eau universelle. Je disais tout à l'heure, nous avons l'eau pour la boisson. Qu'est-ce qui a été fait? Nous avons l'eau pour l'agriculture. Quels sont les programmes qui sont en train d'être déroulés pour que les populations aient accès à cette denrée pour pouvoir accroître la production agro-silvopastorale? Nous avons également l'eau pour l'énergie et autres comme le barrage de Kandaji. Donc tous ces axes-là, il y a un travail important qui est en train d'être fait avec les partenaires techniques et financiers. Il va falloir qu'on informe les populations sur les rôles de l'État, les rôles des acteurs. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Parce que ce n'est pas l'occasion de la journée. Personne ne saura l'important travail qui est en train d'être fait par les acteurs dans le secteur de l'eau. Et c'est l'occasion aussi de sensibiliser les gens. Aujourd'hui, et quand je prends le cas de l'assainissement, nous avons plus de 14 millions de personnes nigériennes qui défèquent à l'air libre. Imaginez 14 millions de personnes qui défèquent tous les jours à l'air libre, mais c'est un danger grave pour l'environnement.
quand je parle de la sauvegarde de l'environnement, quand je prends aujourd'hui l'accès à l'eau potable, il y a des efforts qui ont été faits pour accroître le taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain, en milieu rural, mais beaucoup reste à faire parce que jusqu'à présent, effectivement, il y a des zones qui n'ont pas accès à cette eau. Cela ne voudra pas dire que les gens ne sont pas en train de travailler. On est en train de faire un travail important avec les partenaires. Quand je me rappelle de la table ronde de Paris sur le financement du PDS, à laquelle j'ai personnellement assisté, avec l'appui de l'État du Niger et de l'ambassade de France, et dans le 23 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés à Paris, il faut préciser que plus de la moitié va dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est pour vous dire que l'eau est une préoccupation mondiale parce qu'on ne peut pas développer un pays sans l'accès à l'eau, comme je l'ai dit, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la boisson et que ce soit effectivement pour les énergies. Voilà. Et quand je parle aussi de la question de l'eau, c'est ça qui concerne directement les gens, l'eau pour la boisson. Aujourd'hui, les gens font l'amalgame entre la Société des patrimoines des eaux et la Société des eaux du Niger. Donc c'est pour ça, demain à la conférence, il y aura ces experts de chaque société qui vont venir avec nous et expliquer aux communautés, expliquer aux populations, chacune des structures à ce qui la concerne, le rôle qu'elle joue. Et qu'est-ce qu'on attend naturellement des populations pour qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif universel. Et je l'ai dit aussi, qui est très important, pour l'eau et l'assainissement. Le 9 mai 2017, le gouvernement du Niger a adopté un programme important qu'on appelle le programme sectoriel eau, hygiène, assainissement, le PROSEA. C'est un programme qui va de 2016 à 2030, qui est en lien avec les ODD. Et dans ces programmes, d'ici 2030, aucun Nigérien ne mourra de soif. Au village comme en ville, nous souhaiterons que vous partez au robinet et vous prenez de l'eau potable. Et par rapport à l'assainissement, on veut que toutes les familles aient accès aux latrines décentes, de qualité, et effectivement, et par rapport à la femme aussi, qu'elles aient des toilettes adaptées pour leur situation, naturellement, quand on parle de l'hygiène menstruelle. Voilà. Et donc, c'est tous ces enjeux-là qui vont être exposés demain, et certainement, vous allez finir par lancer un appel justement pour que les populations, en tout cas celles de Niamey, prennent part à cette oui, l'appel que je lance, c'est que la question de l'eau, elle est vraiment une question extrêmement importante. Et ce n'est pas simplement une affaire de l'État, ce n'est pas une affaire de partenaires techniques et financiers, ce n'est pas une affaire, effectivement, de collectivité. C'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit apporter son concours pour que l'État puisse être capable de garantir cette ressource, comme je l'ai dit, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la boisson et que ce soit aussi pour certains travaux de développement. Et je dois aussi dire ici, rapidement, et toujours avec l'appui de notre partenaire stratégique WaterAid, nous sommes en train de développer beaucoup d'activités dans les différentes communes de sensibilisation. Naturellement, à l'occasion de la journée, vous avez vu des films documentaires comme à l'appel de la journée, qui sont en train d'être diffusés dans les chaînes de télévision pour effectivement sensibiliser les communautés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous voulons faire des journalistes à l'occasion des véritables ambassadeurs de la question. Parce que tant que le média ne maîtrise pas les efforts consentis dans le secteur, il y a toujours problème. Donc nous voudrons à ce que le média maîtrise les agendas de développement, particulièrement celui de l'eau et à l'assainissement, pour qu'il puisse effectivement véhiculer des informations fiables et chercher l'adhésion de communautés pour que nous puissions ensemble être même, pourquoi pas, amener les gens à être de véritables bailleurs de fonds. Je le dis tout le temps. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, en tant qu'entreprise, on peut creuser un puits pour une communauté. On peut faire de la terre pour une communauté. Mais chaque fois-ci, on doit croiser les bras pour dénoncer, pour dire, ok, telle communauté n'a pas accès à l'eau, telle communauté n'a pas de forage. Et nous-mêmes, on peut faire des actions de mobilisation de ressources additionnelles pour que nous puissions permettre à nos parents d'avoir accès à l'eau et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Alors, l'appel pour la journée de demain? L'appel pour la journée de demain, c'est que nous invitons fortement les populations de Niamey, les partenaires techniques et financiers et surtout les médias pour qu'ils viennent effectivement écouter ces panélistes qui viennent du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, du barrage de Kandaji, de WaterAid, de la SPEN, de la Seine, pour qu'ils puissent comprendre véritablement tous les enjeux liés et les problématiques liées à la ressource. À la question de l'eau. Voilà, donc, merci donc Ousmane Dambaji, président du REGIA, le réseau des journalistes nigériens
sur les questions d'eau et d'assainissement. Il était intervenu sur ce plateau pour nous parler de la célébration demain, 22 mars, de la Journée mondiale de l'eau, une journée à l'occasion de laquelle donc le REGIA organise demain à la Maison de la Presse une conférence avec différents panélistes sur les enjeux de l'exploitation de l'eau dans notre pays. Merci donc encore une fois Ousmane Dambaji. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.